السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والسيد مدير مركز دراسات الدكتوراه، وكل جنود الخفاء على المجهودات المبذولة لإنجاح هذه الدورة التكوينية عن بعد لفائدة طلبة الدكتوراه. مداخلتي ستكون باللغة الفرنسية حول موضوع méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales. S'inscrire en thèse, c'est le début d'un gros effort, mais c'est aussi pour l'étudiant pénétrer dans un monde nouveau dont beaucoup n'ont pas les clés. Faire de la recherche scientifique, c'est comprendre son nouvel environnement, c'est ensuite déployer certaines méthodes, outils et techniques auxquels de nombreux étudiants n'ont pas été directement confrontés. Chacun en fonction de sa discipline, il peut avoir eu un aperçu de certains résultats de recherche, mais peut en bénéficier d'une réelle formation méthodologique à la recherche. C'est pour cela que nous pensons qu'une formation de base comme celle-là, elle est souvent très nécessaire et très bénéfique pour nos étudiants doctorants. Et c'est pour cela que je remercie encore une fois les organisateurs et tous les intervenants dans ce cycle de formation à distance organisé par le Centre d'études doctorales Hommes et Espaces dans le monde méditerranéen. Mon intervention intitulée Méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales, elle est destinée bien sûr à tous les doctorants, mais plus spécialement aux étudiants doctorants en première et deuxième année. Le plan de cette communication repose sur des réponses aux quelques questions essentielles qu'un chercheur débutant peut se poser. Par exemple, ça veut dire quoi la recherche scientifique? Quels sont les différents niveaux de recherche? Quelles sont les phases et les étapes du processus de la recherche? Avec quoi je vais commencer et quand? Et à la fin, quand mon travail de recherche est terminé, comment il va être évalué? Quels sont les critères d'évaluation de la recherche scientifique? La recherche et la science sont les deux éléments de base qui permettent de définir la recherche scientifique. Pour faciliter la compréhension de cette intervention, j'aimerais bien présenter des définitions des mots recherche et science, ainsi que de la notion recherche scientifique. Qu'est-ce que la recherche? Il y a plusieurs définitions du mot recherche. Selon le dictionnaire Larousse, la recherche se définit comme l'action de chercher à découvrir quelque chose, à parvenir à une connaissance nouvelle. Par exemple, lire un livre, lire un journal, tout simplement naviguer sur Internet ou écouter, regarder des médias peuvent être des activités de recherche à condition qu'elles visent à trouver des informations pour répondre à une question ou pour résoudre un problème en relation avec des activités personnelles, familiales, professionnelles ou sociales. C'est ça la recherche. Il y a une autre définition de la recherche. Selon l'université de Sherbrooke, la recherche, c'est toute investigation qui résulte en l'établissement de faits, de principes ou de connaissances généralisables. Elle inclut notamment l'expérimentation. Il peut viser l'amélioration du bien-être des individus ou des groupes qu'elle représente ou simplement des objectifs généraux d'acquisition de connaissances ou de formation. Le François, elle définit simplement la recherche comme une étude scientifique d'un sujet menée de manière systématique et planifiée. N'importe quelle soit la définition de la recherche, mais elle nécessite des grands efforts, beaucoup de temps et surtout de la continuité. Qu'est-ce que la science? La définition de la science ne cesse d'évoluer. Selon l'approche de recherche utilisée, les chercheurs adoptent différentes définitions de la science et de ce qui est scientifique. Le terme science peut donc avoir plusieurs sens. Selon Fortin, le mot science désignait une discipline, un savoir particulier ou un champ de la science. Selon le dictionnaire Larousse, la science, c'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes, obéissant à des lois,
ou vérifiées par les méthodes expérimentales. Concrètement, on peut dire que la science consiste à décrire, à expliquer ou à comprendre les phénomènes qui nous entourent dans la nature ou en société. Qu'est-ce que la recherche scientifique? Selon les auteurs, il existe plusieurs définitions de la recherche scientifique. Cette définition varie en fonction des approches de recherche, des domaines de recherche, des sujets d'étude et des manières dont le chercheur y voit le monde et comprend la connaissance. Le dictionnaire Larousse a défini la recherche scientifique comme étant un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un spécialiste et ayant pour objet de faire progresser la connaissance. Sanders et Wickens en 2010 ont défini la recherche scientifique comme une démarche systématique d'acquisition de connaissances qui consiste à décrire, à expliquer et à comprendre, parfois prédire et contrôler des phénomènes de façon rigoureuse. En 2017, Tanguy définit la recherche scientifique comme étant l'intention de répondre à une question ou de résoudre un problème, donc en établissant des faits et en augmentant la compréhension et la connaissance. Quels sont les différents niveaux de recherche? Déjà, la notion de niveau appelle implicitement l'idée de différence. Elle permet en sciences humaines et sociales de se rendre compte de la complexité de la nature humaine et des phénomènes sociaux, ainsi que la complexité de la relation homme-environnement, qu'il soit l'environnement naturel ou social. En général, dans la recherche en sciences humaines et sociales, il y a 3 niveaux de recherche. Le premier niveau, c'est la description. Le deuxième, la classification. Et le troisième, c'est l'explication. Le premier niveau de recherche, c'est la description. La description consiste à déterminer la nature et les caractéristiques des phénomènes étudiés et parfois à établir des associations entre eux. Il s'agit de décrire un objet, de le représenter en détail, de rendre compte de sa complexité en décrivant tous les éléments qui entrent en jeu et les interrelations des éléments qui le composent. La description, la phase de description, il peut constituer l'objectif même d'une recherche, d'une thèse. Par exemple, description d'un groupement humain, décrire un événement historique, décrire un espace, monographie d'un village. Comme il peut constituer l'objectif d'une recherche, la description peut aussi être considérée comme un premier stade de la recherche. Elle correspond au stade de l'observation, c'est-à-dire on commence par le stade de la description qui correspond à l'observation et après on passe à la classification et à l'explication. Donc, la description peut aussi être considérée comme un premier stade de la recherche, il correspond au stade de l'observation, ou à un premier niveau par rapport à la classification et à l'explication. Il reste qu'on ne peut pas décrire juste que pour décrire. La description, il ne peut pas être une simple accumulation d'effets sans signification, mais la description, il doit être soutenue par une méthode rigoureuse et des hypothèses. Le deuxième niveau de recherche, c'est la classification. La classification, c'est l'effort de catégorisation, de regroupement, de mise en ordre permettant des comparaisons. Donc, les phénomènes qu'on a déjà observés et décrits pendant le premier niveau de recherche qui est la description. Donc, on a déjà observé des phénomènes, on a décrit, étudié. Donc, ces phénomènes, ils ont besoin d'être organisés, structurés, regroupés sous forme de rubriques ou sous forme de catégories pour être mieux compris. Donc, la classification, c'est une étape importante. Et pour être plus utile, il doit au départ retenir les éléments significatifs et distinctifs. La classification, il implique beaucoup d'intuition et d'intelligence et aussi beaucoup de rigueur.
Donc, en plus de la description, la recherche en sciences humaines et sociales, il vise en effet souvent à classer les phénomènes observés selon des critères précis établis à l'avance. Cette visée classificatrice, elle aboutit à ce que l'on nomme des typologies, donc des types. Le troisième niveau de recherche, c'est l'explication. Expliquer, c'est répondre à la question pourquoi. L'explication, il consiste à clarifier les relations entre des phénomènes et à déterminer pourquoi ou dans quelles conditions tel phénomène ou tel événement se produisent. Il est évident qu'après la phase de description et la classification, le chercheur il souhaite bien expliquer, à mettre en relation les phénomènes étudiés en recherchant en général des liens de causalité. Dans les recherches qualitatives, ces liens s'expriment en général sous forme des hypothèses explicatives liées à l'interprétation qu'est fait le chercheur de ses observations, de ses descriptions et de ses classifications sur lesquelles des recherches futures pourront s'élaborer pour confirmer ou infirmer ces hypothèses. En effet, les liens de causalité ne peuvent être mis en évidence de façon certaine que par des recherches de type quantitatif qui démontrent et prouvent statistiquement ce lien de causalité. Pour la question « Quelles sont les phases et les étapes du processus de la recherche ?» Je peux dire que le processus de la recherche, il emprunte généralement un cheminement ordonné qui passe par une série d'étapes. Le terme processus suggère l'idée de phases successives et progressives conduisant à un but. Donc, le processus de la recherche est décomposé en 3 phases principales. La première phase, c'est la phase de conception, comme vous pouvez voir. La deuxième, c'est la phase méthodologique. Et la troisième, c'est la phase de traitement des données. Et chaque phase, il comprend plusieurs étapes. Mais j'aimerais ajouter, c'est pour cela que j'ai choisi ce schéma, pour vous expliquer que les phases de la recherche, ils sont successives, c'est-à-dire chaque phase est suivie par une autre. Ils sont progressifs et en même temps, ils sont interconnectés. C'est-à-dire la première phase, elle est en étroite relation avec la deuxième et la troisième. La deuxième, il est en liaison avec la première et la troisième, et ainsi de suite. C'est-à-dire les phases de la recherche, ils sont successives, progressives et interconnectées. La première phase du processus de la recherche, c'est la phase de conception. Au cours de cette phase, le chercheur il doit concevoir, conceptualiser, construire et objectiver l'objet d'étude. C'est se référer à un processus, à une façon ordonnée de formuler les idées, de les organiser de manière documentée autour d'un sujet précis qu'elle a choisi au départ, pour l'expliciter et parvenir à une conception claire et opérationnelle de l'objet d'étude. Cela signifie que pour mener à bonne fin une recherche, il faut bien penser, bien réfléchir, bien identifier un problème précis et poser une question centrale. Parfois, je rencontre des doctorants en première année, en fin de première année ou en deuxième année qui n'ont pas encore un problème et qui n'ont pas encore posé la question centrale du sujet de l'étude. Donc ça, c'est un peu grave parce qu'ils cherchent une solution à un problème qui n'est pas encore posé. Donc, ils cherchent, mais ils ne savent pas quoi chercher. Donc, aussi, le chercheur, il doit imaginer les réponses appropriées, c'est-à-dire poser les hypothèses et en envisager la validité. La phase de conception, elle est constituée par 6 étapes. La première étape de la phase de la conception, c'est le choix du sujet. Le sujet de recherche, il doit correspondre à des critères. Tout d'abord, il doit être pertinent. Le sujet doit correspondre à une question de départ, un vrai problème. Il doit aussi s'inscrire dans un courant de recherche, ce qu'on appelle l'ancrage du sujet,
Donc, le sujet, il doit être ancré. C'est de dire que notre sujet de recherche s'inscrit dans un domaine, tel domaine de recherche, et la discipline auquel il se rattache est là où il puise les éléments constructifs du sujet. C'est-à-dire, on va bien ancrer notre sujet, il appartient à tel domaine de recherche, à telle discipline. Par exemple, il est ancré dans la discipline de la philosophie, ou la psychologie, ou la géographie. Donc, il faut ancrer notre sujet. Le sujet, on dit toujours aux étudiants, il faut choisir un sujet original et qui traite un problème d'actualité, c'est-à-dire un sujet original et d'actualité. Il doit constituer une étape ou un aspect d'un problème qui est déjà en partie traité. Car un sujet, à mon avis, un sujet totalement original et nouveau, sans aucun antécédent, à mon avis, ça n'existe pas. Et même s'il existe, il susciterait de toute façon des doutes. D'où vient ce sujet? Il comportera des risques pour l'étudiant parce que sur quelle base il va se raccrocher cet étudiant pour traiter le sujet? Et qui sont les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet puisqu'il est nouveau? Donc, c'est un peu un problème. Mais l'étudiant, il doit être intelligent. Il doit choisir un sujet qui constitue une étape d'un grand problème qui est déjà traité, mais une partie qui n'est pas encore traitée. Donc, il choisit la partie qui n'est pas encore traitée pour constituer un sujet original et d'actualité. Le sujet de recherche, il doit être intéressant. Tout d'abord, intéressant pour l'étudiant. Donc, l'étudiant, il doit avoir un intérêt personnel à son sujet. Il doit l'aimer. Sachant que le doctorant débutant doit être impliqué pendant 3 à 4 ans, donc il faut s'assurer que la motivation va être durable. Le sujet de recherche doit être aussi revêtir une importance considérable pour la communauté scientifique et pour la société, en précisant son apport sur le plan scientifique et sociétal. C'est-à-dire, le sujet de recherche doit être important aux yeux de certains acteurs. Tout d'abord, les professeurs spécialistes, les chercheurs qui font partie de la formation doctorale dont l'étudiant va être inscrit, ou les chercheurs constituant l'unité de recherche dont il appartient à l'étudiant. Mais aussi, le sujet doit être intéressant, pourquoi pas, pour les décideurs, les citoyens et la société en général. Donc, une recherche ne vaut pas la peine d'être conduite s'il n'est pas utile pour la communauté scientifique et si c'est possible pour la société de façon générale. Alors, le sujet de recherche, il doit être intéressant pour l'étudiant, chercheur, pour la communauté scientifique et aussi, si c'est possible, intéressant aussi pour la société. Le sujet de recherche, il doit être praticable, c'est-à-dire il doit présenter une forte faisabilité, tout d'abord sur le plan temporel. Donc, l'étudiant doctorant a une période de 3, maximum 4 ans pour achever sa thèse. Donc, le sujet de recherche doit être terminé au bout de cette période. Le sujet de recherche doit être faisable sur le plan technique. Donc, l'étudiant doit maîtriser les techniques, les méthodes et les outils pour traiter, pour interpréter ses résultats. Il doit être faisable sur le plan financier et aussi faisable sur le plan accessibilité. Donc, l'accès au terrain, il doit être pensé dès le début. Donc, l'étudiant-chercheur, il doit dès le début tester le réalisme du sujet envisagé de point de vue temps, de point de vue technique, financement et accessibilité. La deuxième étape de la phase de la conception, c'est le choix d'un problème de recherche. Donc, une fois le sujet choisi, l'étudiant ou le doctorant doit être capable de décrire une situation dans laquelle il existe une anomalie, un problème, un obstacle qui empêche de progresser, d'avancer ou de réaliser que l'on cherche à résoudre. Donc, l'étudiant doit préciser son sujet en formulant une question centrale, ce qu'on appelle aussi question majeure ou question de départ, car après, il viennent d'autres questions.
Ça, c'est la question centrale. Cette question, il résume toute la problématique du travail. Donc, il faut être précis. Donc, l'étudiant doit être précis. Il faut éviter les sujets vagues d'ordre général. Et en s'appuyant sur les lectures, donc il ne s'agit pas de réaliser ou d'élaborer une revue de la littérature, mais seulement consultation des ouvrages, des thèses, des rapports, des articles qui ont travaillé sur le sujet. En s'appuyant aussi sur les observations préliminaires de terrain, là aussi, il ne s'agit pas de réaliser des mesures ou des enquêtes, mais seulement les observations préliminaires. Donc, en s'appuyant sur les lectures et les observations, le chercheur doit formuler un problème de recherche, c'est-à-dire qu'il développe et articule par un enchaînement d'arguments la traduction d'une préoccupation majeure, l'expression de ce qui pose problème, ce qui fait problème et qui mérite d'être étudié, élucidé et expliqué. La troisième étape, c'est énoncer les questions de recherche. Les questions de recherche sont des énoncés interrogatifs qui formulent et explicitent le problème identifié, c'est-à-dire les questions, ils sont en étroite relation avec le problème déjà posé et la question centrale. La quatrième étape de la phase de conception, c'est les hypothèses de recherche. Ces hypothèses, ils sont des réponses anticipées aux questions de recherche qui ont déjà posées. Ils doivent leur correspondre. Ils doivent correspondre aussi aux problèmes de recherche. C'est pour cela, je vais vous expliquer dans un autre diapo par un schéma que les six étapes de la phase de conception et sont successifs. Donc, on commence bien sûr par le choix de sujet et après, on va déterminer le problème et après poser les questions. Donc, chaque étape, elle est suivie par une autre. Mais en même temps, ils sont en étroite relation, ils sont en liaison, ils sont interconnectés entre eux. Comme je vous ai déjà dit, donc les hypothèses, déjà les questions de recherche, ils sont en étroite relation avec le problème posé au départ, avec la question centrale. Les hypothèses doivent répondre aux questions et doivent aussi répondre au problème central. Donc toutes les étapes sont interconnectées entre eux. La cinquième étape, c'est la revue de la littérature. L'étudiant-chercheur doit consulter les livres, les ouvrages, les articles, les rapports, bref, tous les documents qui ont avant lui, d'une manière ou d'une autre, ont abordé le domaine et le sujet d'étude. Il s'agit de passer en revue l'ensemble des écrits pertinents, c'est-à-dire ceux qui correspondent aux préoccupations majeures de la recherche. Autrement dit, l'étudiant doit sélectionner les écrits intelligemment et assurer la pertinence d'une revue, c'est l'ajuster aux problèmes, aux questions posées et aux informations accessibles. La revue de la littérature est un texte ordonné, structuré. Son objectif, c'est de faire l'état des lieux, l'état du niveau actuel des connaissances relatives aux problèmes de la recherche. Le texte de la revue de la littérature ne doit pas être constitué de simples résumés juxtaposés les uns à côté des autres. Non, le chercheur, il doit montrer qu'il a une maîtrise de la littérature. Soit il présente les différentes approches, les théories, les thèses défendues et les modèles théoriques en vigueur, soit il fait une recension des écrits en organisant l'agencement des idées sous des thèmes ou rubriques pour pouvoir dégager les théories qui serviront de cadre de référence à l'étude. La sixième et la dernière étape de la phase de conception, c'est la détermination des objectifs de recherche. Les objectifs sont nécessaires pour guider et opérationnaliser la recherche dans les activités précises à mener. Les objectifs, ils doivent décliner clairement ce que l'on entend faire de façon précise, qu'est-ce qu'on veut faire. De plus, ils doivent avoir une connexion étroite avec la question de recherche.
Quelquefois, les objectifs, ils sont divisés en objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Pour résumer, on peut dire que pour concevoir et problématiser l'objet de la recherche, on a besoin à la fois de construire cet objet à partir du problème identifié, de questions et d'hypothèses qu'elle explicite davantage, et de l'approfondir encore à partir de tout ce qui a été écrit, la revue de littérature, ou fait à son propos. Donc, on peut constater que la phase de conception, c'est la base de la thèse. Et si on veut une très bonne thèse, il fallait bien construire la base, qui est la phase de conception. Comme il dit le proverbe, pour bâtir haut, il faut creuser profond. C'est-à-dire, si on veut réaliser une grande action, il faut bien en préparer les fondements. D'ailleurs, pour construire un immeuble, il fallait bien choisir une base qui est solide, c'est-à-dire des roches dures. Et on ne va pas le construire sur du sable. Il faut bien creuser, il faut bien préparer la base pour construire l'immeuble. Aussi pour une thèse. Pour construire une très bonne thèse, il fallait bien préparer les fondements, il fallait bien préparer la base qui est la phase de conception. Donc, les étapes de la phase de conception, ils doivent être successives, c'est-à-dire l'étudiant, chercheur, il doit commencer par le commencement, il doit commencer par le choix du sujet, en suivant les critères déjà expliqués, et après c'est le problème, et après il va suivre les étapes jusqu'à arriver à la détermination des objectifs. Ces étapes, ils sont aussi progressives. Progressifs bien sûr dans le temps, ils progressent au fur et à mesure et ils sont interconnectés les unes aux autres, bien sûr. Donc, pour la détermination des objectifs, donc ces objectifs, ils sont en étroite relation avec le problème central, ils sont interconnectés avec les questions et les hypothèses. Aussi pour la proposition des hypothèses, les hypothèses, ils sont en étroite relation avec le problème de recherche et avec les questions posées avant. Donc, ces étapes, ils doivent être successives, progressives et aussi interconnectées les unes aux autres. L'étudiant-chercheur, il doit aussi suivre une démarche en entonnoir, c'est-à-dire commencer par tout ce qui est global, général, pour arriver à tout ce qui est précis, qui sont les objectifs. On peut dire que la base de la thèse, qui est la phase de conception, et on peut même dire que toute la recherche, est donc une démarche en entonnoir. On commence par tout ce qui est général, global, et au fur et à mesure, on progresse pour arriver à tout ce qui est spécifique et précis. Donc, une démarche en entonnoir qui va vers creuser le sujet de recherche, la question, la problématique avec les hypothèses de départ, et au fur et à mesure, on approfondit les questionnements, les réflexions, pour arriver à la fin aux objectifs. Une fois la phase de conception est achevée, le chercheur doit entamer la deuxième phase qui est la phase méthodologique. Durant cette phase, le chercheur doit choisir les méthodes, les outils et les techniques, réaliser l'échantillonnage, décrire la méthodologie et présenter le plan d'analyse. La phase méthodologique comprend 3 étapes. La première étape, c'est le choix des méthodes de collecte des données. La deuxième étape, c'est la réalisation de l'échantillonnage. La troisième, c'est la présentation du plan d'analyse. Durant la première étape, qui est le choix des méthodes et des outils de collecte des données, le chercheur, l'étudiant-chercheur, doit présenter, expliquer, justifier les méthodes et les outils qu'il utilisera pour appréhender et collecter les données, bien sûr en réponse aux questions posées au départ et aux hypothèses formulées. Une méthode est dite pertinente lorsqu'il s'ajuste aux questions posées et aux informations recherchées durant la première phase qui est la phase de conception. Divers outils servent à mesurer les variables d'une étude. Ces méthodes peuvent fournir des informations de type qualitatif, ce qu'on appelle les données qualitatives, qui sont obtenues à partir des entretiens, des observations et autres, ou des informations de type quantitatif, ce sont les données quantitatives,
qu'on l'obtient par le biais des questionnaires, des mesures ou des expériences sur le terrain. Il y a aussi des données primaires et des données secondaires. Les données primaires sont celles que le chercheur a obtenues, a collectées directement sur le terrain, soit par le biais des questionnaires ou par le biais des mesures. Il y a les données secondaires, c'est celles provenant de sources déjà existantes, soit les thèses, soit les revues, les articles, les ouvrages ou autres. Les deux types de données, c'est-à-dire les données secondaires et primaires, sont nécessaires pour la construction d'une thèse, mais la dose de données secondaires doit être limitée, car sinon, on considérera la recherche comme peu originale. Donc, pour préparer une thèse, une très bonne thèse, une thèse originale, il fallait que la quantité des données primaires soit plus supérieure que les données secondaires. La deuxième étape de la phase méthodologique, c'est la réalisation de l'échantillonnage. Pourquoi on fait l'échantillonnage? Parce que c'est impossible de collecter des données sur tous les éléments d'une surface si on fait des mesures sur le terrain, et quand il est impossible de collecter des données auprès de tous les sujets d'une population si on fait des questionnaires, souvent pour des raisons pratiques, techniques ou économiques. L'échantillonnage alors permet d'étudier le tout par le biais des statistiques. L'échantillon, c'est une collection d'éléments prélevés dans la population statistique selon un processus. C'est le fragment d'un ensemble pour juger de cet ensemble. Bien sûr, l'échantillon doit être représentatif. Il doit refléter fidèlement sa composition et sa complexité et fournir une estimation précise des paramètres mesurés sur les objets dans une aire donnée. Si on réalise des mesures sur le terrain, il doit fournir une estimation précise sur les paramètres étudiés si on étudie une population précise. Et bien sûr, ces données doivent être à un moment bien donné. Les résultats d'une étude sont d'autant plus fiables que le nombre de données à traiter est important. Donc, il faut faire plus d'échantillonnage pour s'approcher, il faut faire plus des échantillons pour s'approcher de la réalité. Par principe, plus le nombre d'échantillons est important, plus les résultats seront fidèles à la réalité, plus la valeur estimée s'approche de la valeur réelle et le résultat devient plus précis. Troisième étape de la phase méthodologique, c'est la présentation du plan d'analyse des données recueillies. Durant cette étape, le chercheur doit préciser les types d'analyse qu'il prévoit de faire. Pour les données quantitatives, il doit expliquer comment il établira les classements et les liaisons statistiques entre les variables. Pour les données qualitatives, il expliquera également comment il va les traiter, soit en utilisant des analyses thématiques, analyse de contenu de données textuelles tirées des documents divers, des entretiens, d'articles ou autres. La troisième et la dernière phase du processus de la recherche est la phase de traitement des données qui comprend 3 étapes. La première étape, c'est la collecte des données, la deuxième, c'est l'analyse des données et la troisième, c'est l'interprétation et discussion des résultats. Pour bien expliquer la dernière phase du processus de la recherche, qui est la phase de traitement des données, j'ai pu illustrer le contenu des 3 étapes sous forme d'un schéma. C'est plus compréhensible. Comme vous pouvez remarquer, la première étape, c'est la phase de collecte des données. Cette étape s'effectue selon un plan établi à l'avance. Donc, le chercheur, il collecte des données quantitatives et des données qualitatives. Pour les données quantitatives, une fois collectées, le chercheur passe à l'étape de l'analyse. Donc, il doit sélectionner, appliquer les techniques statistiques les plus adaptées, selon, bien sûr,
du sujet de recherche. Il doit ordonner, classer et comparer les résultats. Il doit aussi chercher des liaisons et des relations entre les variables. Après, il passe à l'étape de la présentation. Donc, les résultats doivent être représentés, doivent être sous forme de tableaux, de graphiques, de figures, cartes et autres. Ça, c'est pour les données quantitatives. Pour les données qualitatives, le chercheur doit réaliser une analyse qualitative. Il doit réunir les résultats, les résumer sous forme narrative et les présenter sous forme de textes narratifs. Après l'étape de l'analyse et la présentation de données, on passe à la dernière étape. C'est l'étape de l'interprétation et discussion des résultats. Donc, le chercheur doit vérifier l'intensité des résultats, les hypothèses et interroger les théories. Il doit aussi tirer des conclusions ou élaborer une théorie et à la fin faire des recommandations. Comment évaluer la recherche scientifique? Donc, quels sont les critères d'évaluation de la recherche? Plusieurs chercheurs reconnaissent que les activités en recherche scientifique se font en utilisant un processus qui satisfait à 6 conditions. Donc, on dirait qu'une recherche est de bonne qualité. Une recherche elle est bonne s'il remplit les 6 conditions. Tout d'abord, la production de connaissances nouvelles. Le questionnement doit être pertinent et original. L'observation doit être systématique. L'utilisation d'une approche méthodologique rigoureuse. La communication des résultats et avoir de l'esprit scientifique. La première condition, c'est la production de connaissances nouvelles. Dans un domaine donné, on admet généralement qu'une connaissance est nouvelle si elle est admise comme telle par la communauté la plus apte à évaluer cette connaissance. Bien sûr, les chercheurs et les professeurs spécialisés dans le domaine. On dirait qu'une recherche a produit de connaissances nouvelles si elle remplit l'une des 3 conditions suivantes. Soit la recherche répond à des questions nouvelles ou à d'anciennes questions sans réponse adéquate. Soit que la recherche répond autrement à des questions traitées dans la littérature. Déjà les questions sont traitées, sont existantes, mais le chercheur a essayé une autre méthode ou une autre vision. Troisièmement, la recherche essaie à la limite d'appuyer des réponses dans la littérature par une nouvelle argumentation. Le deuxième critère, c'est le questionnement. Avec la littérature et l'observation, l'esprit scientifique implique le recours à une question de recherche qui doit guider et encadrer l'analyse scientifique. Cette question permet entre autres de sélectionner les phénomènes observés, de circonscrire l'observation et d'obtenir des résultats fiables et vérifiables. On peut dire, s'il n'y a pas de questions, il ne peut y avoir de connaissances scientifiques. Bien sûr, si le chercheur il ne pose pas au début un questionnement, comme on a déjà expliqué avant, donc il peut avancer un peu, mais il se sent souvent perdu. Pourquoi? Par il ne sait plus quoi chercher et comment le chercher, parce qu'il n'y a pas un questionnement au départ. Même que la thèse se termine, il est trop descriptif, il manque d'originalité, elle est pas assez originale. Et déjà, le chercheur, il ne peut pas arriver à trier les données qui sont les données utiles et les données inutiles. Donc, il est indispensable de poser, comme on a expliqué au départ, un questionnement central. La troisième condition,
c'est l'observation systématique. Quand le chercheur observe un phénomène ou quand il lit un document, il doit orienter et discipliner son regard et ne jamais perdre de vue ce qu'il cherche. On pourrait dire que le chercheur, il doit être un bon observateur. La quatrième condition, c'est l'utilisation d'une approche méthodologique rigoureuse. Cette condition implique que la recherche doit suivre une procédure suffisamment systématique pour être reproduite par un ou plusieurs chercheurs. Cette démarche, organisée et clairement expliquée, varie selon le type de recherche et les méthodes choisies. Il faut savoir que pour les scientifiques, les résultats n'ont pas de valeur en soi. Une recherche sera jugée d'abord et avant tout sur la rigueur de la méthode employée. Donc, ce ne sont pas les résultats qui sont très importants, mais c'est la méthode utilisée qui est la plus importante pour juger une recherche. La cinquième condition, c'est avoir de l'esprit scientifique. Le chercheur, un bon chercheur doit avoir de l'esprit scientifique, c'est-à-dire qu'il doit avoir les qualités suivantes. Tout d'abord, il doit être curieux, c'est la curiosité intellectuelle. Il doit aimer la découverte, il doit poser des questions. Deuxièmement, il doit avoir de l'esprit critique, il doit aimer le débat, accepter la remise en cause. Troisièmement, il doit être indépendant, indépendant des autorités extra-scientifiques, il doit être indépendant du jugement par rapport à la hiérarchie, les institutions, le gouvernement. Et finalement, il doit être honnête et sincère, c'est-à-dire il ne doit pas manipuler les résultats. Il doit être neutre devant les résultats obtenus et ne cherche pas à prouver d'une manière malhonnête une idée qu'il cherche pourtant à défendre. Et aussi, il ne doit pas faire du plagiat. La dernière condition, c'est la communication des résultats. C'est une condition essentielle car pour certains chercheurs, il n'y aurait pas de recherche si on ne visait pas à communiquer d'une manière ou d'une autre les résultats de ce qu'on a trouvé. Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie française, au début du XXe siècle, disait que la recherche ne vaudrait pas une heure de peine s'il n'avait pas un résultat concret. En effet, cette condition permet à des chercheurs spécialistes dans le domaine qui peuvent poser un regard critique sur la recherche, de valider les résultats et les nouvelles connaissances. On va essayer maintenant de répondre à la question pourquoi on fait la recherche scientifique. Généralement, les résultats de la recherche scientifique, ils servent à faire avancer nos connaissances théoriques ou pratiques en relation avec les personnes, avec la culture, avec l'environnement. Idéalement, ces connaissances sont utilisées pour améliorer la qualité de vie des êtres humains, pour préserver la nature et l'environnement, pour satisfaire la curiosité naturelle, le désir d'apprendre. En général, la recherche scientifique est indispensable pour le développement d'un pays. Et comme l'a dit Alain Rellin, ancien directeur général de l'Alstom, pour les pays de tiers-monde, la recherche scientifique n'est pas un luxe, c'est une priorité. Exactement. Donc, la recherche scientifique, elle est indispensable pour le développement des pays et plus précisément les pays sous-développés. Et comme on dit déjà, il n'y a pas d'avenir pour un pays s'il ne dispose pas d'un minimum d'indépendance. Alors, la recherche scientifique doit contribuer à asseoir cette indépendance, en particulier dans les domaines de base qui sont l'alimentation, la santé, l'éducation, les matières premières, l'énergie, les technologies, la culture. Et alors, chaque pays, et surtout les pays sous-développés, ils ont besoin d'une recherche scientifique qui leur permette de se développer. Alors, on fait la recherche scientifique tout d'abord pour connaître notre milieu,
le milieu physique, le milieu biologique, le milieu historique, le milieu humain, nos richesses, nos faiblesses, nos potentialités, nos points forts et nos points faibles. On fait la recherche scientifique aussi pour apprendre à valoriser ce que nous sommes. La science réalisée par une société, par une population, peut révéler à cette population comment utiliser en mieux le milieu naturel et social où il vit et dont il vit, sans en détruire les richesses, les potentialités, les ressources naturelles, sans détruire les connaissances, les intelligences, et pour adapter, voire pour créer certaines technologies modernes. On fait la recherche scientifique aussi pour acquérir et mettre au point, parfois, pourquoi pas inventer des technologies qui est en harmonie avec la culture de la population concernée avec qui on vit. On fait la recherche scientifique pour participer au progrès mondial des connaissances. Alors à la fin, on peut dire que la recherche scientifique est un facteur indispensable pour le développement d'un pays. Merci pour votre attention. Je vous souhaite beaucoup de courage et tout le succès du monde. حظ موفق للجميع ومزيد من النجاح والتألق والازدهار لكليتنا العتيدة.